Sur le plan de la tech, quand on part de rien, on commence par quoi? On se pose quoi comme question? Alors déjà, je pense que personnellement, j'étais dans une situation favorable, sachant que juste avant Pivot, j'étais déjà en mode entrepreneur. Donc c'est comme si j'avais déjà vécu ok, j'ai une page blanche devant moi, qu'est-ce que je fais? Donc là, c'était dans un contexte évidemment très différent, avec mes 2 cofondeurs, la levée de fonds. Et donc, je dirais que ce par quoi on commence, c'est d'abord bien comprendre le métier. Avant de commencer à coder quoi que ce soit, il faut bien comprendre le métier. Donc, qu'est-ce qu'on veut construire d'un point de vue fonctionnel? Quel est le marché qu'on adresse? À quoi ressemble la compétition? Donc, bien comprendre le métier. Ensuite, deuxièmement, d'un point de vue tech, il y a évidemment le choix de la stack. C'est pas un choix facile, on pourrait y revenir après, mais ça a énormément d'impact sur la suite. Ensuite, troisièmement, c'est commencer à visualiser les grosses briques du produit technique. Donc, quand je dis grosses briques, donc, je pense au data model, je pense à l'API, je pense à l'authentification. Dans notre cas, il y a eu le workflow engine. Comment les briques s'articulent entre elles, comment elles communiquent entre elles et quelle est un petit peu la vision technique derrière. Quatrième point, c'est évidemment le recrutement. Commencer à recruter dès le début. Dès le début, une équipe, même une petite équipe avec laquelle on va construire les premières briques de l'app et la première version. Donc oui, j'ai démarré le recrutement très tôt et on était 4 développeurs, 3 autres développeurs et moi, à poser les premières briques de l'app Pivot. Et cinquièmement, je pense que c'est important, c'est justement d'avoir un objectif, un MVP clair, avec un scope précis et une date précise. Donc typiquement, on avait l'objectif, en septembre, on sort une première version de Pivot en prod, avec tel scope de fonctionnalité. Ça m'intéresse de t'entendre sur le fait sur la priorisation des choses. Parce que vous êtes lancé dans un projet assez ambitieux qui va être long. Il y a une vision à terme de la solution et il y a une vision à court terme. Il y a un besoin déjà de délivrer quelque chose et d'aller vendre. Et vous l'avez fait hyper rapidement, on reviendra dessus après. Et comment est-ce que vous êtes amené à sélectionner les features que vous souhaitez implémenter et à les prioriser? En fait, par quoi on commence en termes de features? Alors, d'une part, on s'est mis en mode itératif. Donc, on a adopté dès le début une approche très itérative où on va parler à un maximum d'utilisateurs, de boîtes pour comprendre leurs besoins, commencer à construire des intuitions et itérer. Ensuite, on a eu la chance d'avoir très tôt eu notre premier client qui nous a beaucoup aussi aidé dans l'orientation des choix. Puisqu'il fallait shipper aussi les features qui étaient demandées par les premiers clients. Et à la fois, on était convaincus que ça allait dans la bonne direction. Donc, je dirais que c'est un bon mélange entre nos intuitions, des études du marché, de la compétition, des interviews qu'on mène, et les demandes des premiers clients, des premiers partenaires. Ok. Comment, tu disais tout à l'heure, le choix de la tech, on y reviendra, ça m'intéresse d'en parler maintenant. Quelles sont les questions qu'on doit se poser pour définir sa stack technique, sachant que pour toi, tu as eu de la chance, tu as pu partir d'une page blanche, ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais tu as dû tout choisir. Comment on fait ces choix-là? Alors, le choix de la stack, c'est pas un choix facile, parce qu'il a beaucoup d'impact pour la suite. Mais de manière générale, toutes les décisions qu'on prend à un instant T, elles sont jamais irréversibles. Moi, je pars déjà de ce principe, mais finalement, le pire, je pense, c'est de rester statique et de cogiter trop longtemps. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Donc, la semaine dernière, on était à Berlin avec Romain pour une série d'événements de networking dans la communauté du procurement. Donc, on essaie d'animer une communauté européenne dans le procurement. Et à l'aéroport, dans la queue pour la sécurité, Romain me dit mais à quel point on va devoir jeter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et recommencer. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne le pense dans les boîtes, dans les startups. Et là, je lui ai répondu, écoute, moi, je suis convaincue qu'on n'aura pas besoin de tout jeter parce que je suis convaincue que les choix qu'on a fait au départ nous conduisent dans la bonne direction.
Effectivement, ces choix n'étaient pas faciles à prendre au début, et j'espère que je ne me trompe pas, d'ailleurs pour la suite. Et donc les questions que je me suis posées au départ, finalement, c'est comment on fait pour faire mieux et aller plus vite que les autres ? Comment on fait pour prendre en compte les tendances du marché, mais aussi quelles sont finalement les contraintes et les objectifs et les besoins forts du projet qu'on est en train de construire. À qui je vais demander de me faire challenger mes décisions. Et finalement, ce sont ces questions-là que je me suis posées qui m'ont aidé à faire les premiers choix techniques de la stack, mais aussi sur le recrutement. Et justement, tu es allé voir qui pour valider tes choix ou pour challenger tes choix ? Pour faire valider mes choix, donc déjà, je me suis posé ces questions et donc je me suis dit, chez Pivot, on crée un produit où les besoins les plus importants sont l'exécution, la gestion de la complexité, parce qu'on veut vraiment rendre le processus complexe d'achat simple. On veut créer un logiciel simple qui gère beaucoup de complexité. Un autre besoin fort du produit qu'on est en train de construire, c'est la fiabilité. Ensuite, la scalabilité et l'intégration à des outils extérieurs. Et je suis partie de ces besoins-là, et c'est comme ça que j'ai choisi la stack, et que j'ai construit mes intuitions et choisi la stack. Et ensuite, je me suis fait challenger donc, par d'autres CTO, mes anciens CTO que j'ai recontactés, aussi d'autres développeurs avec lesquels j'avais travaillé, que j'estime beaucoup. Et même encore aujourd'hui, je continue d'être en lien avec des CTO, donc pas seulement ceux que je connaissais déjà, mais aussi je rentre en contact avec d'autres CTO qui sont passés par là. Je leur demande des conseils, on échange. Je suis toujours surprise parce qu'ils sont ravis de m'aider. Il y a une bienveillance, une générosité dans l'écosystème où les gens sont attentifs clairement. aux autres projets. Okay. Ouais. Et je pense que, je suis convaincue que c'est une bonne démarche, de garder une forme d'humilité et de se faire challenger par d'autres qui sont passés par là. C'est